l'haïtien de Montréal-Nord et l'assisté social d'Hochelaga ont intérêt à travailler ensemble parce qu'ils sont le peuple et ils sont soumis à des processus structurels d'inégalité. Okay? Ils sont dominés. Bon. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que la vie de l'haïtien de Montréal-Nord ou de l'haïtienne et la vie de l'assisté social d'Hochelaga n'est pas la même. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre, vous pesez là-dessus. Et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, je me fais un cadeau, mais je fais un cadeau aussi à beaucoup de gens. J'ai remarqué, il y a des noms qui reviennent régulièrement dans les suggestions d'invités, que ce soit dans les commentaires ou via le bouche à oreille. Alain Deneau, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça revient souvent. Est-ce que c'est parce que vous vous faites rare, peut-être? Il faudrait demander aux gens. On vous voyait plus avant. Oui, forcément, comme j'étais dans les grands centres, j'ai déménagé, mais quand j'étais dans les grands centres, forcément, l'occasion fait le larron. Alors, et aussi, je travaillais sur des sujets qui étaient peut-être plus immédiatement compatibles avec ce que les médias d'information appellent l'actualité. Bon, les paradis fiscaux, les inégalités sociales, ainsi de suite, sur un mode peut-être plus adapté. Bon, je me suis... en m'isolant au sens étymologique, c'est-à-dire en vivant sur une île, je me suis aussi rapproché de ce que la philosophie est censée être, c'est-à-dire un domaine où on crée des concepts et où on fait halte sur des enjeux à forte teneur idéologique qui méritent d'être critiqués. Donc, je jouis d'un temps plus grand pour faire mon travail. Je le précise tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie. J'ai 31 ans, moi je me rappelle, il y avait un temps où Alain Deneau était, sans dire partout, il était toujours un peu quelque part. On vous a vu à Tout le monde en parle, sur les grands plateaux, on vous entendait à la radio. Vous écrivez toujours, vous enseignez. Vous parlez de... Vous habitez sur une île, véritablement. Là. C'est, l'île de la Mecque. L'île de la Mecque. Ah ben oui, je suis déjà allé d'ailleurs. J'ai déjà eu une panne de voiture sur l'île de la Mecque, sans blague. Beaucoup de gens ont dû venir vous aider. Ben vraiment, on m'a tiré. En fait, on était sur le bord de la route et on a mis des cordes et on m'a emmené au garage, puis on nous a sauvés. Pourquoi vous avez décidé de vous... Est-ce que c'est arrivé par la force des choses? Il y a un élément personnel que je ne raconterai pas, puis il y a une dimension peut-être publique, ou et encore que... Mais pour aller très vite, parce que c'est... je veux dire, j'ai pu éprouver un épuisement des villes. J'ai pu éprouver un épuisement quant aux saloons, comme semblaient devenir les universités, où quand même je comptais travailler. J'ai essayé vraiment plusieurs fois d'être professeur ici. J'ai fait face à ce que j'estimais des irrégularités fréquentes. C'était difficile pour moi de percer à l'université parce que je ne pouvais pas me présenter. C'est-à-dire que dès que j'arrivais, je faisais face à des gens qui avaient déjà une idée, à mon sens souvent erronée, sur mon compte. Puis je dirais que du point de vue de la vie universitaire, l'Acadie m'a offert l'asile politique. C'est-à-dire que j'ai pu là y pratiquer mon métier dans un contexte formidable, en rompant aussi avec des effets de mode, des enjeux comme ça un peu factices ou saisonniers, épisodiques, superficiels, toute espèce de chatoiement du discours public en ville. J'ai pu en faire l'économie et je pense que c'est globalement une bonne chose, même si je suis conscient de rater des festivals de films où il y aurait comme ça des pépites
pépites bon, qui nous échappent quand on est loin, ou encore des spectacles qui en valent vraiment la peine. Donc, je dirais pas que tout est parfait ailleurs, mais... Mais j'ai vu l'occasion aussi de situer la pensée à un endroit décalé, hein, qui est une île au large d'une presqu'île qui est elle-même rattachée à une péninsule, où là, au bout du monde, on voit le monde en faisant partie, en ayant les effets, mais en ayant quand même un effet de décalage qui, à mon sens, à certains égards, favorise d'une part la pensée critique et d'autre part, je dirais, sans abuser des mots, une certaine créativité en philosophie, c'est-à-dire sur le plan des concepts, des enchaînements logiques, des perspectives, ainsi de suite, parce que la pensée reste quand même géographique. On ne pense pas de la même manière si on est à Bamako, à Manhattan ou à la Mecque, quoi. Oui, mais est-ce que vous trouvez que la vie est un peu mal faite? C'est-à-dire que on peut pas, je pense, vous me direz ce que vous en pensez à votre tour, mais on peut pas se déclarer philosophe et être à tous les jours à la télévision ou à tous les jours à la radio parce qu'il faut le temps de réfléchir et de penser. Mais en même temps, si on en est trop isolé du monde médiatique, est-ce qu'on est toujours dans le monde? Mm-hmm. Donc, il y a comme un équilibre entre les deux qui est un peu difficile à accomplir. Oui, moi, j'assume tout à fait le fait de passer à la télévision, mais l'important, c'est de passer. C'est pas d'y rester, de s'y installer à demeure, parce que là, on peut plus faire son métier. Donc, on rentre là dans l'idéologie, la marotte, la pensée toute faite, et là, le risque que l'on court, hein, ce serait d'être adapté le même discours à toutes sortes de circonstances pour le faire triompher dans toutes sortes de circonstances en utilisant les circonstances au fin de son discours, qui est un discours figé, puisqu'on a à le répéter tous les jours, puisqu'on est sur 8 plateformes en même temps, qu'on est omniprésent dans des médias qui sont de plus en plus intégrés, hein, selon les supports. Bon, c'est évidemment pas une façon de faire le travail, mais en même temps, effectivement, je suis d'accord avec vous, la vie intellectuelle, a fortiori lorsqu'on est professeur des universités, c'est-à-dire, si on parle de manière un peu prosaïque, financé à partir des deniers publics en grande partie, relève du domaine public. C'est un service public que de pouvoir faire des recherches à l'université. Il y a une dimension du travail qui doit rester public. On doit aux citoyennes et aux citoyens un suivi quant à ce que nous faisons à partir de leurs impôts. Et moi, il m'importe tout à fait de donner en partage un certain nombre de concepts que j'ai le loisir de pouvoir élaborer dans l'exercice de mes fonctions. D'autant plus que, comme Gramsci, on peut le dire, et d'autres anciens, l'intelligence est donnée en partage. Il suffit de vouloir s'intéresser à la philosophie pour en être un titre ou un autre capable. La philosophie n'est surtout pas réservée à des gens qui auraient un brevet, une autorisation. Je sais, c'est la fameuse chanson de Félix Leclerc là, sur la façon de tuer un homme. Là. Il y a pas de... rien faire. Oui, non, mais c'est ça. Puis il parle à un moment donné du personnage qui est philosophe, puis on lui reproche de ne pas avoir le titre, puis il n'a pas le droit de philosophie. Oui, dans un des couplets. Donc, non, on n'en est surtout pas là. Et donc, moi, je pense que le démos est capable de beaucoup mieux que ce qu'on lui offre sur un plan journalistique, même si le journalisme remplit sa fonction. Ce n'est pas une façon de condamner le journalisme. Le journalisme a une fonction qui est d'analyser à chaud, au quotidien, rapidement, à vif, comme ça, tout le temps. Bon, c'est un régime de pensée qui vaut ce qu'il vaut. Peut-être qu'il a une nécessité, mais d'autre part... il est souhaitable que des gens travaillent à transcender ce régime-là pour donner accès à d'autres formes de temporalité de la pensée, à d'autres rythmes de la pensée et à d'autres exigences de la pensée. Je vous rassure, je n'essaierai pas de briser votre intimité ni d'y entrer sans que je sois invité, mais ça m'intrigue quand même et ça intrigue beaucoup de gens qui nous écoutent. Ça ressemble à quoi la vie d'un philosophe? Nous, on passe, modeste mortel, on passe 5 à 6 heures par jour devant nos téléphones, on a des écrans un peu partout. On lit peu, on regarde beaucoup la télé, on rit. Est-ce que j'ai dit qu'on riait aussi? On rit beaucoup. À l'époque, l'homo festivus, dit Philippe Murray. Vous, ça ressemble à quoi, votre vie? Je ne crois pas qu'elle soit tellement différente. Il est certain que la vie tourne autour des livres, qu'il y a des moments où on s'attelle à la tâche,
mais en fait, on travaille toujours. On travaille dans nos rêves, on travaille dans nos discussions. Il n'y a pas un moment, contrairement à des métiers techniques, où on se dit, ben là, je commence, là, j'arrête, ne serait-ce que parce que j'ai besoin d'un laboratoire pour travailler. C'est tout à fait légitime. Mais nous, nous sommes forcément un peu comme des artistes ou des gens investis dans la grande politique ou la vraie politique, là, pas la politique aérie, ou des mathématiciennes, ou peu importe. On est taraudés. Je veux dire, un philosophe est quelqu'un qui nécessairement considère, vit, éprouve les choses en tant qu'elles ne tournent pas rond. Qu'il faut mettre de l'ordre, ou en tout cas, il faut s'expliquer. Il faut s'expliquer ce qui nous perturbe parce que la façon dont les choses nous sont dites et la façon dont elles se présentent nous semble tordue. Et souvent, on subodore une sorte de volonté de la part d'instances qui ont intérêt à nous contorsionner, à voir les choses d'une certaine manière. Parce qu'en la voyant de cette manière certaine-là, on marche au pas ainsi qu'on aimerait nous conduire. Bon. Et la philosophie est le moment où, au fond, s'arrêtant, on surmonte un certain labyrinthe qui n'est pas aléatoire, tout à fait, et on essaie de le comprendre. On essaie de comprendre pourquoi ce mot gouvernance, tout d'un coup. Comment ça se fait-il qu'il y a 40, 50 ans, il n'existait pas du tout, on s'en passait très bien, et tout d'un coup, il est partout. D'où vient-il? Qui nous l'a mis dans les pattes? Comment se fait-il qu'on nous enferme sur ce plan-là? Comment se fait-il que... ça dépend des problématiques, mais qu'on nous présente, par exemple, le pouvoir comme étant l'apanage des États. Exclusif, le monopole de la violence, légitime. Bon, voilà. Et là, on questionne. Et je dirais que le travail premier de la philosophie consiste à élaborer des problématiques. Une problématique, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement un problème. Aujourd'hui, on les utilise, ces deux mots-là, presque comme des synonymes, et c'est un peu malheureux. Une problématique, c'est une façon élaborée, consciente et un peu créative de définir un problème. Parce que si on veut répondre à un enjeu, encore faut-il prendre le temps de bien le définir. Sinon, on risque d'errer, c'est-à-dire de tabler sur des fausses prémices, se laisser envoûter par une fausse conscience ou se laisser tordre par une fausse conscience, c'est-à-dire un problème mal fixé, mal établi. Donc ça, c'est le premier problème. Et une fois qu'on l'a élaboré comme ça, on peut se risquer à des éléments de réponse, ou à des perspectives. Mais ce qui compte, c'est comment on formule la problématique. C'est un premier enjeu. Puis est-ce qu'un philosophe peut se contenter de répéter ce qui a déjà été dit? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément être un créatif et un créateur? Mais est-ce que ça se peut répéter? Est-ce qu'on répète? Si on répète... Il y a des gens qui disent, par exemple, que Homère a tout dit. C'est pas de la philo, mais je veux dire, il y a tout dit. Platon. Mais il y aurait deux... tout est dans le « re ». Quel est le coefficient différentiel qui s'insinue dans le « re ». Si répéter, c'est faire du psittacisme et être une sorte de perroquet, puis dire Platon l'a dit, voilà, j'ai 8 vérités, voilà, c'est ça, bon, je sais pas, moi, la hiérarchie de la République selon Platon, il l'a dit une fois, c'est bon, ça vaut pour toujours, ou on revient des fois, peu importe, Adam Smith, ou Marx, ou Freud, ou ainsi de suite, les grandes figures, si on répète d'une manière simplement bête, en bon élève, à ce moment-là, on risque fort de glisser vers des formes discursives figées et stériles. Maintenant, si on reprend, si on se saisit d'eux, parce que le risque, ce serait aussi de se passer de tout le monde et de dire « j'ai mon opinion, elle vaut bien Platon ». J'ai une étudiante récemment je lui ai invité à faire un travail à partir de Platon, puis elle me répondait, mais pourquoi il faudrait que je travaille à partir de quelqu'un? J'ai dit, quelqu'un, c'est quand même Platon. C'est pas un quel qu'il soit, là. C'est quand même bon. Donc,
il est normal et des souhaitables, éminemment souhaitables, nous, simples passants en ce bas monde, que nous nous laissions accompagner par des gens qui, dans l'histoire, ont mûri des idées qui ont elles-mêmes été élaborées par d'autres qui les précédaient et que nous inscrivions dans ce grand mouvement et que, humblement, à notre tour, nous saisissions des éléments de la culture pour élaborer des thèses, des discours qui sont le fruit de tout ce patrimoine, quoi, ce legs, bon. Mais évidemment avec une part vive, consciente et vivifiée. Et rien n'est plus intéressant que de redécouvrir un auteur classique parce que quelqu'un, tout d'un coup, a appris à nous faire voir sa puissance. Des fois, on imagine, si on est bien paresseux, le philosophe comme quelqu'un d'étant hautain. Si on lui rajoute l'écharpe, là, le tour est joué. Pourtant, ça rime avec modestie, finalement, parce qu'on lit les anciens et les moins anciens. On convient alors que beaucoup d'ingrédients qui nous mènent à comprendre le monde y sont déjà. On regarde le monde autour de nous et on pige. Et là, vous parlez de l'importance des concepts. Là, c'est alors qu'intervient aussi la nécessité de créer. Oui, mais j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où j'ai fait mes études à l'Université de Paris 8, une université dont la tonalité de base était marxiste, si vous voulez, avec toutes sortes de déclinaisons, d'une diversité de points de vue, d'approches, et puis ça se querellait beaucoup. Mais du coup, la volonté en banlieue de Paris, de rendre la philosophie vivante, de la transmettre à des gens des quartiers pauvres, nous éloignait de la figure peut-être sorbonnarde. Parce que j'ai fait des études à Paris du philosophe, justement, avec l'écharpe blanche, qui daigne à peine regarder son auditoire lorsqu'il parle et qui s'écoute parler. Et puis bon, on était loin de ça, vraiment. Mais il reste que ceux qui nous inspiraient, enfin, nos professeurs déjà, Jacques Rancière, Alain Badiou, ainsi de suite, Hélène Dixou, bon, nous, tout en étant exigeants et distants, comme il se doit à Paris, puis en ayant aussi un petit peu leur mode aristocratique, là, mais néanmoins, je veux dire, à la fois tout en étant attaché au commun, au social, à l'évolution potentielle de la société vers des formes nouvelles et égalitaires. Et bon, il s'intéressait au corpus traditionnel. Et on ne liquidait pas le corpus traditionnel. On continuait de lire Kant, on continuait de lire Aristote, on continuait de lire Platon, on continuait de considérer un grand nombre de textes comme étant de nature à nous parler. Et donc, il y avait cet alliage très particulier de la philosophie, où on n'a jamais fait table rase en philosophie, même à gauche. On l'a mobilisée parce qu'elle nous accompagnait avec force pour repenser le champ social et les rapports de force dans ce champ social-là, là où nous étions. Qui vous a le plus, question un peu vaste, peut-être la plus décevante finalement, c'est qui vous a le plus marqué comme penseur? Vers qui vous revenez constamment? On peut être marqué de mille manières. On peut être marqué sur le plan strict de la pratique par quelqu'un de bien vivant qui est en face de nous, qui serait notre professeur. Alors, ce serait certainement, en ce qui me concerne, Jacques Rancière. On peut être marqué aussi le plan des idées dans la vie par l'exemple, la rigueur, la ténacité. François-Xavier Verschave, qui est un économiste qui luttait contre la colonisation de l'Afrique par la France, a très certainement été une figure marquante. Ensuite, il y a les textes. Lorsque j'ai lu pour la première fois Georg Simmel, je comprenais même pas pourquoi j'étais aussi exalté, mais il y avait vraiment quelque chose qui me semblait éclater. Et j'avais l'impression, en lisant cet Allemand du tournant des 19e, 20e siècle, en lisant ce philosophe allemand, de lire pratiquement un Américain au sens continental, là, quelqu'un qui avait un sens de la modernité époustouflant. Là, c'était dans mes 20 ans. Et plus récemment, je suis retombé avec beaucoup d'intérêt dans Spinoza. Bon, puis entre eux, il y a Marx, évidemment, il y a Freud, il y a des périodes comme ça, puis on s'en tient plus ou moins loin. C'est-à-dire que et j'ai jamais, cela dit, voulu m'enfermer, moi, dans des ismes.
dans des écoles, dans des chapelles, justement parce que je ne veux pas tomber dans cette idéologie où, au fond, le discours a la forme d'un entonnoir, où on met tout dedans, puis le discours sort toujours de la même façon, quoi. Qu'on parle du logement, qu'on parle des nouveaux arrivants, qu'on parle de la culture, qu'on parle de la présence des multinationales, que finalement, il y a une sorte de moulinette, puis on sort toujours avec la même conclusion, quoi, comme si on utilisait les circonstances historiques pour faire valoir une thèse qui devient une marotte. Bon. Donc, du coup, j'aime bien l'idée qu'un objet qu'on se donne, alors, je me suis intéressé récemment au sport de masse en tant que spectacle. Bon, j'ai pu m'intéresser à la fraude fiscale. J'ai pu m'intéresser au rôle des sociétés multinationales canadiennes en Afrique. Bon, quand on a comme ça un objet qui se présente à nous, mais forcément, le discours est au centre d'une sorte de négociation avec l'objet. Quel discours sera pertinent pour éclairer, analyser et même, si je puis dire, pénétrer l'objet dans le sens où on essaie de comprendre son fonctionnement interne, des réalités qui nous échappent lorsqu'on est un peu distrait, des critères qui sont sous-estimés quand vient le temps d'en parler, des critères qui sont surestimés quand vient le temps d'en parler. Bon, prendre le temps de faire une analyse en mettant tout sur table. Bon, et le discours qu'appelle un objet varie. Donc, présentement, je m'intéresse par exemple à la biorégion, qui est un projet de société à échelle régionale qui me semble impératif en ce temps, même pas souhaitable. Je dis pas souhaitable, impératif. Il faudra en passer par là, qu'on le veuille ou pas. Bon. Et bien forcément, mon discours est un petit peu plus anarchisant quand même, parce que l'objet le commande. Mais quand je parlais des paradis fiscaux, j'étais strictement social-démocrate, parce que j'avais pas envie de faire des paradis fiscaux un objet marxiste. C'était pas le cas, il n'y avait pas d'exclusive. Non, on pouvait passer par Marx pour penser les paradis fiscaux, mais on peut aussi penser par un discours libéral de type même centre-droit, à la rigueur. Pourquoi le boutiquier paierait plein pot ses impôts alors que la multinationale en face les évite? Non, on pouvait aussi aller là. Et je voulais que l'objet soit en quelque sorte transversal et qu'il puisse réunir dans l'optique une sorte de coalition. On ne s'entendra pas sur tout, mais on pourra s'entendre au moins de l'extrême gauche au centre droit que les paradis fiscaux nous nuisent collectivement, qui que nous soyons. Et donc, il fallait, pour ce faire, pour y arriver, il fallait adopter un discours qui soit plutôt distendu, social-démocrate. Je veux dire, ben, tiens, là, on peut se réunir autour de cet enjeu-là. Puis des gens avec qui je suis à peu près en désaccord sur tout, comme Richard Martineau, un jour, m'avait interviewé en disant « Au moins, là-dessus, on s'entend ». Bon, donc du coup, on voyait que là, on pouvait... Mais il fallait que le discours... Si j'avais dit... je ne sais pas, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, puis luttons contre les paradis fiscaux, j'aurais peut-être galvanisé une frange du lectorat, mais en repoussant une autre qui ne méritait pas de l'être. Fait qu'il y avait tout intérêt à se pencher sur le problème. Vous venez de mettre la table, finalement. Vous êtes philosophe, vous auriez pu être suiteur aussi. Vous avez dit les ismes. Je me méfie un peu. Enfin, vous n'avez pas dit que vous vous en méfiez, mais je devine que vous le faites. On vit à cette époque-là. Les ismes sont triomphants. On nous range, on nous case. On essaie de se mettre entre les deux. Et on case aussi, et on range aussi. Ah oui. Ça se passe dans il n'y a pas que des victimes. Hein. Les victimes sont des bourreaux aussi. Est-ce que ça a toujours existé? Moi, je suis plus jeune que vous, là. Donc, je lis sur le Québec passé, le monde passé, puis j'apprends que c'était pas le cas avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la question des ismes, j'apprécie que vous utilisiez le verbe se méfier, parce qu'il ne s'agit pas de les récuser, de les liquider, de les rejeter. C'est utile des ismes. À la condition qu'on les maintienne à une certaine distance. C'est-à-dire que c'est important de savoir qu'effectivement, il y a une grille analytique de telle nature qui a sa cohérence et ses exigences et ses prémices et ses balises. Et qu'il y en a plusieurs qu'on peut contester, qu'on peut questionner ou qu'on peut épouser. Bon, le problème, c'est de s'y enfermer, de ne plus voir que par un prisme. Et c'est le prisme de l'isme qui me gêne. Et lorsqu'on pense dans un isme, c'est-à-dire un peu à la Procuste, quoi, c'est-à-dire qu'on restreint ou on étire tout ce qui nous passe sous les yeux à l'aune du isme auquel on croit. Bon, et ça devient facile, intellectuellement.
il y a quelque chose d'un peu pratique. Vous dire, voilà, j'ai trouvé mon isme, et par le prisme de mon isme, ben, j'ai tout réglé, quoi. Et donc, c'est peut-être une façon apparente de régler l'angoisse, mais apparente seulement parce que puisque l'isme ne répondra pas à tout et ne sera pas adapté en tout cas, ou méritera d'être questionné pour que peut-être on le plastifie, on en joue un petit peu, on l'adapte, on le réinvestisse, on le questionne, on le bonifie à la rigueur. Bon, si on ne se permet pas ça, ben à un moment donné, le isme, il suffira pas et on va retomber dans l'angoisse parce qu'on verra, il faudra en rajouter. Et le problème du isme, c'est que si on est complètement enfermé en lui, moins il nous satisfait, plus on lui en demande. On en rajoute là presque pour se persuader que c'est bien là qu'il faut aller. Bon, il y a une sorte de crispation comme ça à moultes égards. Bon, rappelons-nous que les ismes ont de l'âge, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, c'est Baudet qui avait écrit On a raison de se révolter, où il raconte comment les marxistes de différentes chapelles dans les années 1970 pouvaient s'excommunier, être très violents les uns envers les autres. Et c'est à se demander si l'énergie qui était en jeu ne consistait pas davantage à se distinguer du voisin qui avait une lecture un peu... Trotsky a beaucoup voyagé. Oui, c'est une lecture, c'est ça, un petit peu particulière de tel événement plutôt que la sienne, et c'est plutôt que de lutter contre le capital. Cela dit, j'ai l'impression qu'on arrivait un peu mieux à élaborer dans les dernières décennies ce qui pouvait être de l'ordre d'un fait. Et moi, je regrette un mot, par exemple, qui est celui du capitalisme. Je donne seulement un exemple ici, il faut être succinct. Il fut un temps, jusqu'au 20e siècle, je dirais, où le mot capitaliste était utilisé autant par ceux qui le défendaient que par ceux qui le pourfendaient. Mais on s'entendait au moins pour dire qu'il y avait le capitalisme. Et c'était déjà quelque chose d'avoir au moins cet objet en commun. Les uns disaient que c'était un gage de liberté, que si on laissait une oligarchie se vautrer comme ça dans le capital, puis engranger des capitaux sur une échelle multinationale en étant capable de surplomber les États, en négociant avec eux dans un rapport de force avantageux et en accumulant comme ça des richesses que tout le monde allait en profiter, avec des métaphores du genre quand le niveau de l'eau monte, les petits bateaux comme les grands montent à... Bon, on connaît la chanson. Puis il y a ceux qui, au contraire, ils voyaient une modalité structurelle pour... accentuer les inégalités sociales, conférer trop de pouvoir à trop peu de gens sur des domaines névralgiques qui était insupportable de voir échapper au domaine public, la pharmacologie, la culture, l'agriculture, quoi encore, l'informatique. C'était pas normal qu'on laisse à une poignée de gens, les médias, une poignée de gens comme ça, la mainmise sur des secteurs qui appartiennent au domaine public, dans le sens où c'est la communauté qui est concernée par l'air, l'eau, la nourriture, la culture, les médias, la science, ainsi de suite. Bon, la santé, bon. Non, mais au moins, on s'entendait sur le fait que c'était le capitalisme. Mais les marxistes ont eu tellement de succès, je dirais, dans la critique du capitalisme qu'on a trouvé des façons de l'euphémiser. On s'est mis à parler de néolibéralisme, de démocratie libérale, d'économie de marché. Et quoi encore? Pour essayer de le neutraliser, de le banaliser, de l'euphémiser. Bon. De le situer partout, c'est ça? Mais c'était une façon de nous faire perdre prise. Là, la gouvernance a embarqué, puis on s'est mis à parler simplement de gestion, parce qu'évidemment, si on gère, c'est sur un mode capitalisme, on n'a même plus besoin de nommer le capitalisme parce qu'il n'est pas censé être objet de débat. Donc, on gouverne, ça gouverne. On ne dit même pas au nom de quoi, comme si gouverner pouvait être placé au même titre que la politique, alors que la politique est censée dicter la façon de gouverner. Gouverner est subalterne, quoi, vient après, ou enfin est soumis à la politique. Mais là, si vous placez la gouvernance à la place de la politique, vous ne parlez plus de politique, à ce moment-là, gérer devient le fin mot de l'affaire. Et donc, vous êtes face ensuite à des candidats dans des campagnes électorales qui vont dire les électeurs et les électrices sont un comité d'embauche, puis on va voter pour la meilleure personne pour faire la job, parce qu'il y en a juste une affaire, c'est gérer
gérer. Bon, et là, du coup, vous perdez la politique de vue. Bon, et tout ce qui s'ensuit, hein, je veux dire, la question de la citoyenneté, des services publics, de l'écologie politique, tout ça est renversé dans des expressions de type acceptabilité sociale, client, intérêt, développement durable. Et là, vous avez toute la batterie de notions libérales et industrielles qui remplacent la politique et chassent la politique du décor mental. Et pourquoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ben, tout simplement c'est une sorte de révolution anesthésiante pour priver le commun du vocabulaire qui lui permet d'être actif politiquement. Si vous êtes administré, vous ne vous voyez pas du tout comme si vous êtes un citoyen actif. Donc, si on vous dit vous êtes des administrés, puis vous voterez pour la personne qui gérera le mieux. Mais la politique, c'est simplement d'administrer. Il faut juste gérer un budget, il faut juste gérer des institutions, on vous promet de bien gérer. Mais il n'y a plus de politique, là. Parce que de toute façon, le sous-entendu, c'est qu'il n'y a plus de politique puisque le capitalisme a triomphé. Arrêtez de discuter, on ne va même pas le nommer. On va le faire disparaître du décor parce que c'est dans la nature même des choses. Mais enfin, bref, à l'époque où on s'entendait sur le fait qu'il y a le capitalisme, on pouvait au moins nommer le terme qui est le plus en phase avec ce que nous vivons, c'est-à-dire un règne dans lequel le capital est au centre. Bon, dire ça, c'est pas excessif, ça s'appelle le capitalisme. Et ça revient de temps en temps encore. Dans un des débats des chefs, où il y avait Jean-François Lisée qui avait essayé de créer une alliance avec Québec solidaire, ainsi de suite, en essayant de créer un pôle social-démocrate là, contre François Legault. François Legault lui avait dit avec cette voix inimitable que je n'essaierai pas de rendre ici, « Monsieur Lisée, vous savez, on est dans le capitalisme. » Il lui avait dit ça un peu d'une manière condescendante, un peu comme s'il fallait lui rappeler des évidences tellement triviales qu'il n'a même pas à en parler. Hein? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle, monsieur, cette évidence fondamentale qui est claire pour tout le monde, sauf pour vous? Cette condition, presque. Ben oui, et cette détermination présentée à tort idéologiquement comme objective. Donc ça, c'est notre monde, c'est le papier peint de l'histoire. Taisez-vous à ce propos, parce que vous ne pouvez pas y lutter. Vous ne pouvez pas lutter davantage contre ce phénomène, comme on disait souvent, davantage contre la météo. Hein, la comparaison a souvent été faite. Vous luttez contre le capitalisme, vous luttez contre la pluie. Le temps étant. Alors qu'on sait à quel point le capitalisme modifie la météorologie, mais ça, c'est un autre tour de passe-passe idéologique. Enfin bref, à partir du moment où on perd ces notions-là, on rentre collectivement dans une sorte de désarroi quand on n'accepte plus, et on ne peut pas l'accepter, c'est vital, d'être strictement des administrés. T'sais, mange ta poutine, fais tes heures, magasine, va te coucher puis ferme ta gueule. Alors, si c'est ça le discours un peu emballé non seulement des institutions publiques, mais surtout des organisations privées qui pèsent beaucoup plus, les multinationales, avec leur publicité, puis tous les agencements, les relais, toutes les petites structures, mais forcément, il y a des gens qui ne sont pas bien. Parce qu'ils sentent bien que le monde est plus compliqué, plus exigeant, qu'il y a des stimuli beaucoup plus forts, qu'il y a des événements majeurs qui se trament, et des mutations, des transformations. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de discours. On n'a plus de prise sur la politique, parce que la politique se présente comme étant de la gouvernance, on gère, c'est tout. Alors, on se met à faire du mauvais Columbo, du mauvais Sherlock Holmes. On se met à faire du mauvais Hercule Poirot. On se met à se dire, ben tiens, comme l'État ne fait pas son travail, c'est exactement ces figures-là, comment elles se présentent, on va le faire à sa place. Puis comme rien n'est clair, qui décide, où se passe, hein, où sont les pôles de décision, c'est quand même pas les États qui décident aujourd'hui tout seuls de la marche du monde. Ils ont même un petit rôle, finalement, quoi. C'est peut-être un peu plus clair aujourd'hui avec ce qui se passe à la Maison-Blanche, mais pendant longtemps, avec l'extrême-centre, on ne comprenait pas du tout qui mène, qui décide, où ça se passe, quelles sont les logiques, quelles sont les volontés. Et là, le désarroi, l'angoisse aussi, stimule une sorte de pensée où on a des Hercule Poirot de pacotille, des Sherlock Holmes de pacotille qui essaient tout d'un coup, en jouant au plus malin, parce que c'est ça que font ces personnages-là, ils brillent dans la société, tout le monde les admire, ils ont des faire-valoir autour d'eux, ils ont toujours le fin mot de l'affaire. On essaie de trouver, au fond, l'élément explicatif. Hein, on essaie d'élucider le mystère. Bon, et avec Internet, puis là, on a accès à toutes sortes de données, des forums, on discute, et c'est à qui jouera au plus malin. Bon, d'une part, il y a ça chez, je dirais, les désespérés, et chez les cyniques,
il y a une capacité à utiliser le discours d'une manière aussi un peu, comme on va le dire, complotiste, mais là, sur le mode d'une rhétorique de guerre. Vous savez ce que c'est la langue en temps de guerre? Elle est strictement instrumentale. La langue est aussi importante que les missiles qu'on envoie, que les soldats qu'on envoie. La langue fait partie de l'arsenal militaire. On la soigne. Il y a des spécialistes qui ne travaillent que là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, quand est-ce qu'on le dit, comment on le formule, à quelle fin. La langue a plus rien à voir avec un impératif de vérité. Au contraire, elle est instrumentale. Et donc, on a des cyniques qui sont puissants, eux, qui ont accès à la parole publique, qui sont au service souvent d'idéologues qui ont beaucoup d'argent, qui possèdent les médias, ou encore de politiques qui ont la parole publique et qui, eux, utilisent la langue comme une arme. Dans une conjoncture où ils sont capables de connecter avec les Sherlock Holmes de pacotille qui, eux, ont besoin de soutien et qui gagnent des élections comme ça. Non, c'est vrai pour Nicolas Sarkozy en France, c'est vrai pour Donald Trump aux États-Unis, c'est vrai pour beaucoup de gens. On va se dire, ah tiens, il y a ces gens qui sont angoissés, qui pensent avoir trouvé une vérité en construisant des discours à partir de peu de choses, sur un mode un peu effréné parce qu'il y a de l'angoisse dans l'air puis on veut la calmer. Ben nous, on va souffler sur ces braises-là, mais d'une manière cynique. Bon, et puis, ça donne un portrait quand même catastrophique. Et ça va prendre du temps avant qu'on trouve des régimes dialectiques qui soient communs pour qu'on puisse, oui, s'engueuler, mais s'engueuler sur la base de notions qui ont quelque part un caractère commun. Sinon on entre dans ce que vous décriviez. On dit souvent une chapelle idéologique. Les ismes, est-ce que ce sont des maisons dont il faut partir et dont on refuse de partir? Le monde, c'est peut-être le milieu entre chacune des maisons et on s'efforçait à une autre époque de voyager. La vie, c'est un voyage. On quitte la maison pour découvrir d'autres territoires. Maintenant, on reste à la maison et on n'en sort jamais et on est bien là-bas. On est bien à la maison. Les chambres d'écho. Chambre, chapelle, maison. Maison idéologique. Il n'y a pas un manque de curiosité aussi parce que vous venez de décrire très bien le portrait de la situation, mais des fois, je discute avec des gens de part et d'autre. Il y a un manque de curiosité. On écoute moins qu'avant. C'est peut-être parce que la technologie nous a rendus accros à ce qui est immédiat. Il faut puncher, il faut aller vite. Et si on prend le temps de s'installer avec quelqu'un, on n'a plus les ressources. Il est vrai que je relis ces années-ci Marshall McLuhan, à qui on doit la fameuse expression du village global, mais encore plus, et c'est là que je veux aller, le médium, c'est le message, non? Le medium is the message, c'est ce fameux adage. C'est étonnant, parce que dans les années 70-80, McLuhan était une tarte à la crème. Il fallait le lire, tout le monde le citait, c'était une sorte de mode. Tout le monde avait ça dans le salon, qui passait quelque part. Oui, puis ça nous était utile aussi. Mais c'était devenu un peu pop, là, quoi. Puis peut-être en raison de ce succès, on n'en a plus entendu parler au moment où il aurait fallu vraiment le lire. Parce que, sans dire que ces thèses sont toutes exactes, et les exemples sont bien choisis chez lui, il y a quand même cette intuition forte à savoir qu'un média n'est pas neutre. Un média nous affecte. Un média affecte un message. Et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Si vous êtes un intellectuel à la télévision vous empêche d'être un intellectuel. Vous ne l'êtes plus parce que la télévision n'est pas le mode, le média de la pensée. Gunther Anders en parle très bien. À la télévision, la pensée est déjà pensée. C'est pas de la pensée, c'est pas du penser, P-E-N-S-E-R, comme les Allemands l'écriraient. C'est de la purée. C'est du déjà pensé qu'on livre comme si on commençait toujours par la fin. On commence toujours par du résultat, puis on martèle une pensée qui ne s'est pas faite, qu'on n'a pas pu suivre. Mais si vous allez dans un séminaire, si vous allez même un balado, vous avez un peu plus le temps déjà de voir une pensée se faire. Ben, déjà, moi, je présente quand même du déjà pensé là, ici. J'ai pas le temps je suis pas dans un cours, on a 45 heures, mais on peut suivre des séminaires en ligne même, où on a ça. Bon, le média... Donc, là où je veux en venir, c'est que les petits écrans qu'on traîne avec nous, les antennes qui nous suivent partout, et cette espèce de dépendance qu'on développe pour ces petits écrans-là induisent un rythme
une cadence de la pensée qui nous empêche de s'exposer au temps d'une pensée exigeante. Je m'ennuie même, moi, du fameux, je suis assez vieux pour m'en rappeler, le fameux téléjournal de l'époque où il y avait un temps de l'information dans la journée. On pouvait être abonné, selon les années 70-80, à un journal du matin ou un journal du soir. Bon, il y avait un moment où on lisait le journal. Il y avait un radio-journal un petit peu étoffé à midi, à 18 h. Il y avait les informations à la télévision à 18 h, à 22 h, en France, c'est 20 h. Et on éteignait. Et après ça, il y avait un temps sans information, sans stimuli. Ce petit temps-là permettait quand même un peu plus de se faire une tête que si on est à flux tendu, branché sur le volume d'informations en temps réel. C'est qu'un tout autre rapport. Déjà, à l'information, je ne parle pas encore des livres. Quiconque a déjà pensé, a déjà cuisiné, et pense à de la marinade là, en vous écoutant. Là. Donc, on marinait. Donc, il y avait, on mettait ça dans la sauce. Et là, le téléjournal était terminé et le poulet prenait la sauce. Maintenant, on le trempe, on le met dans la poêle. Vous pouvez présenter les choses comme un théâtre, c'est-à-dire que les figures publiques étaient des figures théâtrales. Il y avait les chefs de parti, les ministres qu'on connaissait davantage, qui avaient un rôle prépondérant. Ensuite, il pouvait y avoir des acteurs publics dans le domaine de la culture, du patronat, du syndicat, et quoi encore, dans le monde social, la littérature. Et on avait une sorte de théâtre. Où on voyait les uns et les autres évoluer. De temps en temps, quelqu'un quittait la scène, un autre arrivait. Bon, mais il y avait, aujourd'hui, c'est un flux, c'est une bande passante. Et on oublie au fur et à mesure que ça passe. Il n'y a aucune mémoire. Bon, mais je voulais répondre à votre question par ce long préambule, là, mais j'ai fini par oublier la question. Je vous interrogeais sur la notion de la curiosité. C'est peut-être pas le bon symptôme, mais... c'est là où je voulais en venir. Excusez-moi, mais c'est ça. C'est que du moment si on arrive à s'affranchir des écrans, qui ne sont pas juste un média, mais un média en tant qu'il nous affecte par rapport à la rythmique, par rapport à la mémoire, par rapport à la capacité à se concentrer, et ainsi de suite, il y a une expérience formidable qu'on peut faire, qui est de lire de Max Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique, qui est un des textes fondateurs de la pensée critique et qui consiste en 2 temps. Consiste dans un premier temps, c'est un peu exigeant, mais on peut tous s'y mettre et au moins en prendre quelque chose. Je dis souvent à mes étudiants, ça se peut pas que vous compreniez tout, mais ça se peut pas que vous ne compreniez rien. Alors, dites-moi pas, je comprends rien. Ça ne se peut pas. Ça se pourrait seulement si c'était écrit en mandarin. Bon, mais dès que c'est votre langue, il y a une marge de manœuvre. Ce texte-là, en 2 temps, dans un premier temps, explique que la pensée scientifique, la plus factuelle qui soit, la plus empirique, et qui est étalonnée par les garanties du savoir occidentaux, là, les mathèmes, les règles logiques élémentaires, puis ensuite toutes les formes d'application heuristique pour arriver à la production de faits, a quand même une dimension sociale. Et dans cette dimension sociale s'immiscent des enjeux de pouvoir. Et il y a toujours, en fait, un questionnement à faire sur les modalités de fonctionnement de la production du savoir. Et il milite pour qu'on réfléchisse à cela afin d'élaborer d'autres types de savoirs qui s'éloignent parfois de modalités tendancieuses sur le plan social, sur le plan des rapports de force, au titre de l'émancipation. Et ce faisant, par contre, je résume en mes mots, il se trouve à dire: ne reproduisons pas la structure au point où nous créerions une nouvelle idéologie. Donc, la pensée critique, elle est aussi autocritique. Il s'agit toujours, en élaborant quelque chose, de se demander si cette chose est juste et de ne jamais s'en satisfaire, parce qu'un discours n'est jamais adéquat aux choses. Il y a toujours une marge. Et la phrase qui me vient en tête en lisant Horkheimer, c'est toujours celle de Jacques Rigaud, que cite Roland Barthes dans un essai célèbre, qui dit « Et même lorsque j'affirme, j'interroge encore ». Et cette marge, ce doute consubstantiel à la pensée, inhérente à la pensée, est nécessaire à la pensée. C'est parce qu'on doute qu'on évolue. C'est parce qu'on doute qu'on avance. Ça ne nous empêche pas d'affirmer. Au contraire, ça nous permet d'affirmer. Parce qu'on dit, j'ai douté amplement et j'ai suffisamment douté pour que je puisse me permettre, à ce stade-ci de ma réflexion, d'affirmer. Mais tout en affirmant,
poursuit le doute inlassablement. Et c'est ainsi que jamais je ne me satisferai de mon discours, parce que l'affirmation s'accompagne du doute et requiert le doute pour affirmer, pour être telle qu'elle est, c'est-à-dire cette forme affirmative. Bon, et cette expérience de lecture, comme bien des expériences de lecture, est infiniment plus structurante qu'une soirée passée à regarder son fil Facebook. Je le recommande vraiment. Mais en même temps, je veux vous suivre et vous disiez tantôt, on a un rapport étrange aux faits. Il y a des choses qui ne sont plus des faits. Vous donniez l'exemple du capitalisme. On peut le définir de mille et une façons, alors qu'il y a bien juste une façon de le définir. Enfin, là, vous dites qu'il faut toujours douter. Il n'y a pas un danger de relativiser, alors? C'est-à-dire que... Parce qu'aujourd'hui, on interroge ce que moi, j'estime être des faits là, biologiques, parfois. Il y a une... Vous parliez tantôt de table rase. Vous disiez, même la gauche ne faisait pas la table rase. À l'université, vous étudiez des grands textes. Il y a la tentation de la table rase aujourd'hui. Et il y a des choses que moi, j'entends être des faits qui nous sont présentés comme des trucs, finalement, qu'on peut redéfinir. Et des trucs qui sont quand même de l'ordre de l'essentiel et du primaire. Là. On peut vraiment dire, mais par exemple, le capitalisme dont j'ai parlé tout à l'heure ne tolérerait pas, à mon sens, une définition une et absolue donnée une fois pour toutes. Okay. Mais on peut comprendre que là, il y a un champ de discussion où on s'entend que le régime dans lequel on est place au centre le capital, on peut difficilement faire l'économie d'une pensée sur lui. Mais même entre marxistes, on ne s'entend pas sur ce qu'est le capital. C'est sain. Bon, mais au moins, on tourne autour de quelque chose qui est dialectique. Donc, permet la prise, permet de répondre, permet de se nourrir, et de se distinguer. Bon, mais si on est chacun dans sa stratosphère, c'est sûr que ce sera difficile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas... j'ai pas de vache sacrée. Ce dont je me méfie, ce sont les discours entonnoirs dont je parlais tout à l'heure, où on est face à des idéologues, des agitateurs publics souvent, dont on sait à l'avance quelle sera la conclusion, parce qu'elle est aussi lourde que la loi de la gravité. Et on sait que quel que soit le sujet, on en profite pour tirer les choses vers... C'est une sorte de conclusion, de prédilection qui devient même une manie, ou une obsession. Bon, c'est ça qui me trouble. Maintenant, on peut tout mettre sur la table. On peut discuter, même sociologiquement et philosophiquement, des raisons qui amènent des gens à remettre en cause ce qui, du point de vue de la biologie, peut sembler de l'ordre de faits indiscutables. On peut aussi penser, voir comment on peut... discuter de ces choses de la façon la plus aiguë possible. Il y a un auteur, en ce qui concerne, et je ne m'éloigne pas du sujet, là, il y a un auteur en ce qui concerne l'écologie politique, qui s'appelle Baptiste Morisot, et qui dit « Nous entrons dans un monde de chimères ». Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire quelque chose de très précis, c'est un concept, là, c'est pas... Il veut dire par là que tout change tellement. Et là, on parle du vivant, de la biosphère, des cycles, de la chaîne alimentaire, du territoire. Tout change tellement. Les limites du territoire changent parce qu'il y a l'érosion des côtes. Le terrain vague devient un marais. Le marais devient un terrain vague. Les canicules meurtrières expliquent aussi des migrations d'espèces qu'on ne connaissait pas. Qui vont se transformer en migration de gens, et c'est déjà commencé. L'ours brun a chaud. C'est normal, il y a un incendie de forêt chez lui à chaque année. Il monte vers le nord. L'ours blanc a perdu sa banquise. Il descend vers le sud, il se rencontre. Ça crée une espèce différente d'ours qui n'était pas censée se rencontrer selon les lois de la nature. Mais les lois de la nature s'effondrent, plus rien n'est égal par ailleurs. Bon, donc on crée des chimères. Socialement aussi, dans le désarroi dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne suppose aucun jugement de valeur. Sociologiquement, on peut dire, mais nous entrons dans des aires chimériques aussi, où nous nous ouvrons à des exceptions, peut-être même des bizarreries, au vu du langage classique, des singularités.
Et nous avons une sorte d'attention à ce que Baptiste Morizot appelle des chimères, simplement parce que nous sommes dans un monde qui est entièrement chimérique. Et être pris d'une sorte de désarroi ou d'angoisse, à mon sens, c'est un signe de santé mentale. Si vous êtes mal dans votre société, c'est que vous allez bien. Si vous trouvez ça super, que le PIB augmente, que les milliardaires sont encore plus milliardaires, que les pauvres sont encore plus pauvres, que ce soit encore plus sale, qu'on cochonne encore plus, qu'on mette encore plus en péril notre habitat naturel, si vous trouvez ça super, à mon sens, vous avez un problème. Bon, et donc, j'essaie de comprendre cette évolution-là, ce qui m'empêche pas, moi, par exemple, d'avoir mes résistances, mes doutes, mais sans entrer dans un discours en isme où le prisme de l'isme fait que tout est jugé d'avance. Il convient que ce à quoi nous expose l'histoire produise un questionnement. Si nous ne voulons pas être arriérés dans des catégories figées qui ont tout su, tout dit, tout connu une fois pour toutes. C'est une belle rencontre parce que, franchement, vous me faites réaliser que les ismes, ces familles-là, la tentation est peut-être qu'on a froid et qu'on a envie d'avoir chaud, donc on se cherche un clan et parfois, il faut tenir le bout, il faut accepter l'inacceptable et parfois, ça prend beaucoup de courage pour partir et pour partir, on est seul à un moment donné. J'ai une obsession, M. Deneau, je vais devoir vous la poser, cette question-là. Je la pose à tous les gens marqués à gauche qui acceptent mon invitation. Et c'est pas que les réponses que j'ai eues ne m'ont pas satisfait, mais elles sont parfois différentes et ça me laisse croire qu'il y a plusieurs façons d'expliquer ce phénomène-là. Est-ce que, vous avez parlé tantôt de table rase, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à gauche et aujourd'hui, il y a plusieurs gauches et une gauche qui est peut-être plus entendue et dont ont peut-être honte certaines personnes de l'ancienne gauche et qui sont, ces personnes-là, en retrait parce qu'elles ne veulent pas être associées à cette gauche-là. Oui, je pense même que vous avez écrit sur le sujet. Oui, ça peut... D'abord, je vais juste dire un mot sur la solitude, parce que l'occasion est trop belle. Gilles Deleuze, qui a écrit de la philosophie de son enseignement, qu'elle consiste à réconcilier les gens avec leur solitude. Et au fond, la philosophie donne à la solitude, je dirais, son siège. Et il est intéressant de la cultiver en ce sens. Gauche et droite relèvent d'une dialectique. On ne peut pas penser la gauche sur la planète du Petit Prince. Elle n'existe pas dans une bulle ou dans... Il y a une dialectique, et ça, c'est vieux comme la gauche. Et dans cette dialectique-là, je dirais que la droite commence. Parce que la droite, qu'est-ce que c'est même? D'un point de vue, disons, plus générique, ensuite je serai plus précis historiquement. La droite, qu'est-ce que c'est? C'est la hiérarchie sociale, c'est le pouvoir, c'est la capacité à décider, la capacité à disposer du travail de l'autre, de la force de l'autre, de l'énergie de l'autre, la capacité à ponctionner de la valeur, à la thésauriser, à la capitaliser, à la faire croître. Bon. Et dans le fameux discours sur les inégalités de Jean-Jacques Rousseau, il le présente comme ça. Dire, la gauche et la droite, je le dis dans mes termes, là, c'est pas les siens, là, j'adapte. Mais la gauche et la droite, en fait, commencent quand il y a un taouin qui trace une ligne puis qui dit « ça, c'est à moi ». Jusqu'alors, le bon sauvage, là, dans son récit qui est fictionnel absolument, qui n'a aucune valeur historique, enfin, on pourra en débattre, mais c'est pas la place, ne connaissait pas ça. Et tout d'un coup, il y a un témoin qui dit « ça, ici, c'est à moi, et ceux qui passent ici me doivent quelque chose. Et je vais payer des gens qui vont être coercitifs, et puis je vais subordonner des gens, et ainsi de suite. » Et là commence la droite. Et la gauche répond. Bon, et le taouin, c'est la droite, donc? Le taouin, c'est mon expression fétiche, mais c'est le type, le type quelconque qui a décidé ça. C'est le type qui, comme ça...
prend cette décision-là, selon Rousseau, là, si on veut imaginer. Bon, mais si on veut être plus précis et plus sophistiqué, c'est la monarchie des privilèges avant la Révolution française. Bon, donc, la droite, c'est le pouvoir. Puis le pouvoir aussi, on y reviendra, mais le pouvoir aussi sur le plan des mœurs. Et la gauche, c'est la réponse. Est-ce qu'on reçoit des coups de bâton sans rien dire? Est-ce qu'on crève la gueule ouverte? Ou à un moment donné, on répond. Ça, c'est la gauche. Bon, et en même temps, ces notions de gauche et de droite sont un petit peu trompeuses parce qu'elles ont une histoire essentiellement parlementaire. Mais ça fait un peu bien et mal, non? Non, pas nécessairement bien mal. C'est simplement... si la gauche, c'est celle si qui refuse de se faire ici, frapper. Puis il vous dit, désormais, je décide que ça m'appartient. Puis avant de me parler, fais 25 push-ups parce que j'aime ça que tu t'humilies. Puis bon, c'est sûr que c'est plus mal. On réagit, bien. Mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est des rapports de force. Bon, et... c'est sûr que moi, je m'identifie plus à la personne qui va estimer que les inégalités sociales sont une triste réalité qu'on peut présenter comme étant une constante dans la vie humaine, ce dont je doute. Les ethnologues nous amènent à douter de cela. C'est occidental, ça c'est sûr. Que quelqu'un qui dit j'en ai plus que les autres et j'en veux encore plus. Et quand j'en ai encore plus, j'en veux davantage. Je ne dirais pas que c'est le bien et le mal, parce que je n'ai pas une tournure très théologique, mais à la Spinoza, je dirais que c'est le bon ou le mauvais. Et ça, c'est mauvais. Hein? Et ce qui est bon, c'est quand on a une confiance mutuelle qui relève de l'entraide. Bon, à ce moment-là, ça, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Et quand il y a des inégalités fortement marquées et spectaculairement observables, à ce moment-là, c'est quelque chose de mauvais. C'est néfaste. Là, on a dans un contexte qui est favorable aux passions tristes. La haine, la jalousie, la méfiance. Bon ça, c'est du Spinoza. Bon. Donc, et puis, d'un point de vue parlementaire, on a eu des gens qui ont eu à se déterminer dans une assemblée, et puis ça a donné lieu à cette gauche, à cette droite. Là. C'est de là que ça vient. Bon. Mais ce dont on parle, là, au titre d'une gauche sociétale, donc, elle est d'abord et avant tout inspirée par une droite, parce que la droite aussi est ventilée, qui est la droite libérale. Là, il y a des droites. On peut en nommer deux rapidement. Une droite conservatrice, qui, elle, est plus ethniciste, hiérarchique, fascisante, au sens où chacun est dans son faisceau, chacun est à sa place. L'État joue un rôle de Léviathan qui, comme ça, garantit l'ordre. Hein? Bon, c'est ça, c'est l'État. L'État libéral, lui, c'est un État qui milite pour le moins de contrôle possible. On est dans autre chose, là. Une individualisation marquée, même si, à mon sens, elle m'apparaît un peu... parfois hors sol, et une liberté de choix, une liberté de parole, une liberté de son, et un primat donné à l'argent. L'argent régit, le marché régit, les gens décident. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à gauche? C'est que ce discours-là n'a pas été repris tel quel, mais c'est simplement qu'il a inspiré, chez Kimberly Crenshaw par exemple, une prise de conscience, à savoir que c'est pas seulement quand on était ouvrier qu'on était dominé, mais si on est ouvrière, femme, noire, homosexuelle, on va avoir plus de difficultés socialement que si on ne l'est pas. C'est la gauche intersectionnelle. Oui, l'intersectionnalité qui est une façon de dire, c'est vrai que le discours de gauche de type marxiste est intéressant, il n'est pas suffisant. Bon, il n'est pas suffisant dans le sens où le démos, le peuple, le prolétariat, ce sont des espèces d'entités molaires où on est myope sociologiquement quand on les adopte. Donc, ça a été une façon de marquer des spécificités, des croisements. Non seulement je suis ouvrière, mais je suis noire. Ça ne veut pas dire que l'homme blanc domine. C'est que l'homme blanc peut être ouvrier et dominé, mais il l'est une fois. Il ne l'est pas à titre de femme, il ne l'est pas à titre de noir, il l'est pas. Bon, mais il l'est à titre d'ouvrier. Bon, donc, on a pensé des croisements. Le problème, c'est lorsque on entre dans une logique essentialiste qui emprunte à l'extrême droite.
Là, tout d'un coup, quand l'extrême droite percole sur la gauche, je trouve ça inquiétant. Ça veut dire que je suis essentiellement noir, je suis essentiellement ouvrier, je suis essentiellement quelque chose, et cette essence-là rend tout discours impossible, sinon que le mien, parce que par essence, je suis la seule personne à vivre, comprendre, exprimer la réalité. Mais tant qu'on reste, au fond, dans l'apport intersectionnel, je trouve ça d'un enrichissement formidable pour la pensée. C'est une sorte c'est une sorte de gradus sociologique qui outille la gauche de la même manière que Pierre Bourdieu a pu outiller la gauche en parlant des différentes formes de capitaux. Il n'y avait pas juste le capital matériel, il y avait le capital social, le capital symbolique, hein, et le capital culturel, quoi. C'était d'autres types de façons de manifester le pouvoir. Mais la gauche, elle n'est pas sur sa planète, elle emprunte à la droite. Mais elle l'emprunte à la droite en tant qu'elle est soucieuse toujours d'une chose, les inégalités, les relations de pouvoir et les façons qu'a le pouvoir de présenter comme naturel l'exercice du pouvoir. Comme si c'était la nature humaine, c'est dans la force c'est par la force des choses, c'est dans le cours même de l'histoire, c'est le pire des systèmes, mais il n'y en a pas de meilleur. Toute cette rhétorique-là, c'est ça qu'on débusque. Mais la gauche, n'est pas aussi le peuple. Et à ce moment-là, c'est là que je crains que le versant intersectionnel ne ramène l'individu à son individualité. Vous dites, par exemple, la femme noire pourrait même être handicapée. Ben là, elle est rendue toute seule sur son île, ou enfin, ils sont 15. Mais ça, c'est quand on essentialise. Mais ce qui est intéressant, c'est que la femme noire crée des alliances et considère qu'elle est encore... elle fait partie des sujets qui font l'objet d'une inégalité structurelle par rapport à un monde qui est organisé par des gens qui ont des caractéristiques bien précises, notamment celle de disposer du capital. Mais ceux qui disposent du capital dans l'histoire, ça n'a pas été par hasard un tel ou un autre. Ça a été des gens d'un certain groupe social qui se sont cooptés, qui se sont reconnus, qui se sont consolidés, ainsi de suite. Donc, on peut faire cette histoire-là. Mais le peuple, cela dit, n'est jamais une notion empirique. Bon, si on se dit ça, on règle beaucoup de choses. Jacques Rancière en parle nommément ainsi, et d'une façon tout autre. Si vous voulez basculer un peu vers la droite, Pierre Rosanvallon aussi. Hein, le peuple, quand on dit le peuple, nous sommes le peuple, on ne sait jamais trop c'est quoi le peuple. C'est pas la majorité? Non, pas nécessairement. La majorité, ça voudrait dire que la minorité, c'est pas le peuple. Je veux dire, le peuple, c'est au fond des gens qui se disputent pour savoir qu'est-ce que le peuple. C'est ça le peuple. Et quand on dit « nous sommes le peuple », c'est une façon de revendiquer une définition du peuple dans un contexte démocratique où le peuple se demande toujours ce qu'il est. Bon, mais il n'est pas, une fois pour toutes, admis. Par exemple, c'est le travail à la fois de Rosanvallon sur le plan des imaginaires politiques, de Jacques Rancière sur les imaginaires politiques et de Rosanvallon sur l'aspect constitutionnel. Rosanvallon s'intéresse au fait qu'au moment de la Révolution française, quand on s'est mis à dire on gouverne au nom du peuple, en même temps, le peuple, c'est nous qui le déterminons. On détermine qui il est, à quoi il a droit, comment il se définit, quels sont les critères pour l'intégrer, qui est-ce qu'on exclut. Donc, le peuple, au nom de qui on gouverne, est défini par ceux qui gouvernent. Donc, il y a un problème. Et ceux qui estiment la définition de ceux qui gouvernent comme étant fautive, erronée, tendancieuse, néfaste, excluante, ben, vont dire non, le peuple, c'est nous. Bon, et nous, on a une autre vision du peuple. On va définir le peuple autant, mais le peuple n'est pas une notion empirique. C'est une notion politique. C'est pas pareil. Des fois, je discute avec des gens plus marqués à gauche que moi, et ils me disent, et j'ai l'impression que leur ennemi, ce n'est plus ceux qui exercent le pouvoir clairement, manifestement, mais j'ai l'impression que leur ennemi vit parmi nous. C'est-à-dire qu'on parlait tantôt de majorité, on pourrait parler des Blancs, de l'homme blanc, par exemple, et j'ai l'impression que je suis leur ennemi, mais dans un monde pas si lointain, notre ennemi commun, c'était ceux qui nous gouvernaient. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Est-ce qu'ils ont raison de voir en moi leur ennemi? Ou... Ennemi est un grand mot, là. Je sais pas à qui vous pensez. Je vais partir d'un principe et je vais essayer d'arriver à la problématique. J'ai l'impression que une idée molaire du peuple, le peuple, le citoyen, le démos, le prolétariat, qui a beaucoup, beaucoup compté dans la gauche marxiste, mettons. Molaire, parce que pour moi, c'est molaire, c'est un grand ensemble unitaire, là, homogène. Bon, cette espèce de lecture comme ça ne saurait nous rendre aveugles aux différences.
C'est mon premier, j'ai deux principes. Le premier principe, là. C'est-à-dire que ce grand problème ne devrait pas nous rendre aveugles au fait que l'haïtien de Montréal-Nord et la cité sociale d'Hochelaga ont intérêt à travailler ensemble parce qu'ils sont le peuple et ils sont soumis à des processus structurels d'inégalité. Okay? Ils sont dominés. Bon. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que la vie de l'haïtien de Montréal-Nord ou de l'haïtienne et la vie de la cité sociale d'Hochelaga n'est pas la même. C'est pas pareil. C'est des parcours historiques, c'est des discriminations spécifiques, il y a des spécificités et on doit y être attentif et attentif. Bon. Et inversement, les spécificités des Haïtiennes de Montréal-Nord et des assistés sociaux blancs chômeurs depuis des générations d'Hochelaga ne devraient pas empêcher la solidarité globale. Il y a une dialectique. On en est là. La gauche en est là parce qu'elle a vécu des mutations, des chocs, des moments d'épiphanie, hein, des révélations. Et elle a eu à macérer tout ça. On n'est pas des machines. Bon, et là, on en est au défi de vivre sur les deux régimes. Bon, ça, moi, c'est là, cette enseigne-là que je loge. Et quand on s'éloigne de cette dialectique à faire, je m'en inquiète. Bon, voilà, ça c'est... Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en est venu à se chamailler davantage entre collègues de bureau, voisins, membres de la famille, et ainsi de suite? C'est aussi pour ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a perdu pied en ce qui concerne la compréhension des grands décideurs. On ne sait plus les nommer. On les voit comme étant inaccessibles et même un peu floutés. Invisible. Bon, oui. Et donc, du coup, cette invisibilisation, celle dont on parle le moins, qui est... on a invisibilisé leur invisibilisation, c'est quand même au carré. Là. Si on était capable de mieux les nommer, les comprendre, les identifier, on comprendrait que si on veut parler de la culture au Québec, par exemple, c'est beaucoup plus les multinationales depuis des années et des années et des années, et pas seulement dans le domaine des médias, qui est une mise aux Français à Montréal que tel Pakistanais qui débarque tel jour. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer l'impact des nouveaux arrivants qui ne sont pas francophiles. Et d'ailleurs, le ministre de la Culture l'a dit hier. Hein? Oui, Monsieur voilà. Lacombe Oui. a dit hier, on était donc le 15 ou le 14, là, que ce qui menaçait le français, c'était davantage les GAFAM que l'immigration. Voilà, j'étais à cette émission-là, justement, l'heure après. Là. Donc, je l'ai entendu sur le plateau. Mais c'est ça, effectivement, ça m'a marqué parce qu'il disait, je ne me souviens plus de son chiffre, mais que les Québécois francophones ne s'intéressent à du contenu québécois qu'à hauteur de 2 ou 3 %, disait-il. J'ai pas de entendu, moins de 30 ans. Il m'a semblé que j'ai intercepté quelques... Il faudrait vérifier, c'était à l'émission, là, tout peut arriver du 14 mars. Mais parlons-en. Mais justement, c'est-à-dire que du moment qu'on perd de vue, qu'on a l'impression d'être impuissant au possible, c'est une drôle de formule, mais totalement impuissant, face à des pouvoirs qui, eux, règnent dans une sorte de virtualité intraduisible dans un langage opérationnel, eh ben, on finit par se dire, je vais agir là où je peux agir, c'est dans mon milieu de travail, dans mon voisinage, ainsi de suite, et je vais repérer les inégalités qui me semblent fonctionner là. Et ça donne lieu à des résultats parfois légitimes, parfois délétères. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'agression sexuelle dans les milieux de travail, je trouve ça très bien, effectivement, qu'on soit capable d'y résister. Si on est dans des fétiches, ça peut devenir vite délétère. Bon, mais je pense qu'il y a quelque chose qui l'explique socialement. Et ce qui est intéressant, pour être encore spinoziste, c'est d'essayer de comprendre la cause et pas de tomber dans un régime du premier genre de connaissance où on est juste dans des purs affects et des enjeux d'action-réaction, parce que c'est là qu'on se nuit mutuellement. Non, et donc, moi, j'essaie de faire en sorte que nous nous donnions politiquement prise dans des champs d'action et qu'on ne n'oublions pas qu'un des enjeux principaux de notre siècle est l'écologie politique. Et que pour faire face aux défis inouïs qui sont les nôtres en la matière, force est de penser désormais l'action politique à une échelle
régional, en dialectique avec le grand monde. Ce n'est pas un repli sur soi du tout, mais que c'est là qu'on peut agir le mieux. Vie de quartier, vie communautaire, vie régionale, où là, on retrouve une capacité d'agir parce que tôt ou tard, et plus tôt que tard, j'ai l'impression, avec tout ce qui s'annonce, il y aura des bris d'approvisionnement, il y aura des grandes crises pétrolières, il y aura des crises financières qui feront que le système qui tourne d'une manière extractiviste, consumériste, productiviste, capitaliste depuis maintenant des décennies, ne pourra plus tourner. Et là, les supermarchés seront vides, au moins la moitié du temps. Il n'y aura peut-être plus de bière dans les dépanneurs, des choses très graves. Là. Bon. Et donc, là, il faudra réapprendre à habiter son territoire en fonction de ce qui existe à proximité. Et oui, il faudra trouver des modalités d'entente. Et on ne pourra pas juste être à se regarder comme un chien de faïence, là, c'est sûr. C'est sûr. L'intelligence artificielle. Est-ce que ça existe pour vous, une intelligence artificielle au plan philosophique? Non, ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et là, c'est là où on voit que les États sont incapables de faire le poids par rapport aux entreprises. Mais on a eu toutes sortes de signes avant-coureurs, mais depuis un siècle. Mais moi, déjà, des signes comme quoi il y avait vraiment un gros problème, c'est qu'on a laissé, par exemple, Uber prendre le dessus sur une industrie du taxi. Uber, ouais, parce que HUBERT n'a rien fait de mal. Oui, voilà. UBER, qui est une multinationale informatisée au possible, qui ponctionne la valeur à chaque fois que quelqu'un travaille pour quelqu'un, sans rien faire, mais du tout, là, hein, en gérant un logiciel, en gros. Un algorithme. Oui, et puis écraser une industrie qui était réglementée, qui était coûteuse pour ceux qui la pratiquaient, qui était exigeante de combien de conducteurs de taxi on a pu voir avant UBER, qui nous disait je travaille 80 heures, il faut que je paye mes assurances, il faut que je paye mon permis, ma voiture est vérifiée aux 2 ans. Et tout d'un coup, on a n'importe quel témoin qui peut prendre sa voiture puis se prétend. Et l'État a accepté que... Je dis pas que le système était bon avant, il aurait pu être amendé, je sais, on peut en discuter, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a laissé une multinationale, parce qu'elle était une multinationale, organiser le désordre. Déjà, c'était un signe comme quoi il n'y a plus personne qui fait le poids. Et on voit comment c'est... Bon. Et l'intelligence artificielle, il y a une pression sociale pour qu'on l'utilise, alors qu'elle est inefficace, elle est créatrice de chômage, elle est médiocre, parce qu'elle constitue une sorte de moyenne idiote entre des milliers d'occurrences où on essaie de sauver les apparences d'un point de vue formel en générant des choses insultantes pour l'esprit. Je veux dire, si vous virez votre designer pour avoir des affiches produites par l'intelligence artificielle, vous allez avoir quelque chose que vous n'auriez jamais accepté de la personne qui travaillait pour vous auparavant. Parce que c'est ça, une vulgarité, mais à tous égards, les symboles, l'esthétique, tout ce que vous voulez, avec toutes sortes d'erreurs. Est-ce que j'ai à vous rappeler que le ministère des Affaires étrangères en France, au moment de célébrer le 8 mai, a produit une photo avec un soldat de la Wehrmacht qui célébrait la libération de Paris. Bon, parce que cette photo-là avait été générée par une machine. Donc, non, et il y a une pression sociale pour l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est là. Oui, mais la cocaïne aussi est là. On nous dit nous dit pas qu'on n'a pas le choix. Et il y a des neurologues qui disent, si vous donnez ça à un enfant, c'est comme lui donner de la cocaïne. On ne dit pas, la cocaïne, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a partout. On n'arrive pas, donnez-en aux élèves. Il y en a partout. C'est tellement ridicule comme argument. Et après ça, on fait mal paraître ceux qui résistent, à juste titre, en disant, ah oui, mais quand le train est arrivé, il y avait des gens qui résistaient, puis quand le téléphone est arrivé, il y a des gens, puis quand la voiture est arrivée, il y a des gens, puis quand la télévision est arrivée. Mais est-ce qu'ils avaient toujours tort? À l'époque, si on relit leurs arguments et ce qu'ils annonçaient, et contre quoi ils nous mettaient en garde, avait-il toujours tort quand on regarde où on est rendu? Est-ce que c'était une bonne idée de donner une automobile à tout le monde plutôt que de penser une mutualisation des transports? Ceux qui voyaient venir ça. La télévision, est-ce que ça n'a fait que du bien pour la culture? Bon, je veux dire, ils nous parlent comme si le progrès, là c'est un isme, ça, le progressisme technologique, le progrès était toujours dans une sorte de pente ascendante vers le bien. C'est quand même débile. Et la pression est
tellement grande pour qu'on se livre à ça, au point où là, on a des universitaires qui parlent à la machine pour qu'elle produise leur article, qu'ils envoient à une revue révisée par les pairs, par des machines. Là, c'est des machines qui parlent à des machines, puis il y a des gens qui noircissent leur CV là, comme un catalogue, parce qu'ils laissent des machines parler à des machines. Bon, on est loin de Platon. Parce que Platon, imaginez-vous, était contre le livre, était contre l'écriture. Pourquoi? Parce qu'il disait que ça nuit à la mémoire. Wow. Bon, en même temps, il y a un autre livre de Platon où il va dire, grâce au livre, je me suis rappelé de quelque chose. Donc, il était subtil, là. C'était pas un militant aveuglé. Mais non, il n'avait pas cheminé. C'est qu'il était capable de savoir. Ce qu'il critiquait, c'était un usage du livre. C'était pas le livre. Mais il disait, si le livre devient un supplément de votre pensée, qui supplée votre pensée, et si vous ne pensez plus, parce que le livre déjà comprend ce que vous pensez, vous ne pensez plus. Et ça, c'est une erreur. Donc, le livre peut être un aide-mémoire, mais la mémoire doit rester ce qui agit. Et la pensée doit rester ce qui agit. Vous ne pouvez pas simplement lire un livre et dire, parce que c'est dans le livre, j'ai plus besoin d'intérioriser ce que je lis parce que c'est déjà là. Donc déjà, Platon a une pensée des médias, et notamment de l'intelligence artificielle, plus forte que tout ce que je lis de la part de ces gourous de l'informatique qui pensent avoir découvert quelque chose. Et en plus, il change d'avis. Parce qu'on on a Joshua Benjo qui a changé d'avis, on a Geoffrey Hinton qui a changé d'avis. J'ai même entendu Sam Altman, le créateur d'OpenAI, dire « Ce serait quand même bien, j'ai une idée, les gars, là. Une agence de surveillance du développement de l'intelligence artificielle, tu as envie de dire, ça ne te tentait pas de ne pas créer ce que tu as créé à la base? » Sur ce plan-là, je vous recommande vraiment le livre de Thibaut Prévost chez Lux. Là. Hier, j'ai oublié le titre. Mais là où Prévost a suivi cette rhétorique-là, et moi, j'ai jamais vu un cynisme pareil, et il nous montre que les gourous de l'intelligence artificielle, mais ça inclut pas tous ceux dont vous avez parlé, il y en a qui sont plus sincères que d'autres. Mais les gourous de l'intelligence artificielle, comme Saltonmand, vont en même temps présenter l'intelligence artificielle comme la découverte de l'humanité avec un D majuscule, qui est presque de l'ordre de l'utopie pour la pensée, et en même temps comme la menace la plus grande qui est pesée sur la même humanité. Bon. Et en fait, on s'assure de couvrir le champ discursif parce qu'on prévient la critique en l'assumant soi-même, en disant mais, puisque je critique, je sais ce qu'il faudrait faire et je vais m'encadrer moi-même parce que je suis capable de me critiquer et je vais couper l'herbe sous le pied de ceux qui me critiqueraient parce qu'ils voient bien venir les critiques. Donc, je vais critiquer à la place des autres, je vais contrôler le message et je vais même me présenter comme ayant la solution. Donc, ce sont des gens qui sont juges et partis, qui sont en cela redoutables parce que leur machine ne fonctionne pas et le pire qui pourrait arriver, c'est qu'elle fonctionne encore mieux. C'est-à-dire qu'elle se mette à fonctionner parce que là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ingénieur n'aura pas en lui les connaissances du génie. Ça veut dire que l'avocat n'aura pas en elle ou en lui les connaissances du droit, que le littéraire, l'écrivain n'auront pas en eux les connaissances du verbe. Okay, mais c'est apocalyptique. Et en plus, d'un point de vue écologique, non seulement, c'est écocide. Possible, ça prend 10 fois plus d'électricité, une petite opération sur l'intelligence artificielle, intelligence entre guillemets, artificielle aussi entre guillemets, la computation, ça prend beaucoup plus d'électricité. On crée des serveurs dans le Grand Nord pour refroidir les terminaux, mais en même temps, on génère un réchauffement dans le Nord qui est déjà un sujet crucial. Mais en plus, d'un point de vue minier, à terme, on n'aura pas les minerais requis pour entretenir le parc informatique. Donc, c'est un projet mort-né. C'est une vaste supercherie. Imaginez-vous pas que dans 30 ans, on aura tous encore nos petits appareils. Je veux dire, si on reprend juste sur la fameuse transition énergétique, le cahier des charges pour les sociétés minières, si on remplaçait, par exemple, le parc automobile ou le parc informatique demain matin en entier, il n'y a déjà plus de lithium, il n'y a déjà plus de cobalt. Il y a déjà, je veux dire, c'est... Bon, ils trouveront une solution. Vous pensez? C'est-à-dire qu'ils sont ingénieux. Non, mais à un moment, ça veut plus. C'est parce que c'est une bonne nouvelle, sinon, ce que vous nous annoncez là. Vous nous dites qu'ils vont scraper, il va y avoir un 10 ans de scrappage, mais après, il va leur manquer quelque chose. Il va leur manquer de matériaux. Mais le problème, c'est qu'on aura on aura jeté notre dévolu sur cette seule modalité technique-là. Et là, vous imaginez revenir au papier.
alors qu'on a complètement perdu ce savoir-faire-là. Et à la fin des courses, on constate qu'on est dans une situation où le consumérisme produit ce que Ivan Illich appelait les produits incapacitants. C'est-à-dire que ce sont des produits qui nous rendent idiots. Ouais. On n'est plus capable de compter, on n'est plus capable de s'orienter, on n'est plus capable même de racler sa pelouse à l'automne, il faut une souffleuse. On nous met dans les mains des objets qui nous rendent débiles, qui nous font perdre les connaissances élémentaires d'un citoyen, quoi. On n'est même plus capable d'aller chez notre mère. Parce que la dernière fois que je suis allé chez ma mère, j'ai utilisé Google Maps. Parce que, me dit-on, ça m'aide à éviter le trafic, les chantiers. Et je me rends compte que pour aller voir ma mère, il me faut un outil. Ça nous rend aussi discourtois. Moi, j'ai allumé le jour où Sam Altman a dit « Arrêtez d'être poli avec nous. Quand vous nous écrivez, on consomme plus d'énergie quand il faut être courtois. Parce que vous nous dites « Bonjour, merci, s'il vous plaît. » Donc, allez droit au but. Et je me suis dit « Wow! » Parce qu'un jour, dans la vie courante, celle qu'on est en train d'accomplir en ce moment, on passera plus par le bonjour, on passera plus par le merci. Ça va être oui, puis déjà, l'agglutination des mots, on évite les voyelles. Je veux dire, il y a déjà un massacre de la langue, la perte du subjonctif. En allemand, il paraît que le génitif disparaît. Bon, il y a un appauvrissement terrible. Et il arrivera un moment technique où brutalement, il faudra réapprendre tout ce qu'on nous a, tout ce qu'on a désappris. Et là, les signes ne viennent pas juste de la gauche écologiste. Là. Je vais vous citer un capitaliste reptilien. Là. Tu sais, quelqu'un pour qui le capitalisme est une sorte de réflexe fondamental. L'ex-ministre Fitzgibbon, une de ses dernières déclarations, ministre de l'Industrie, là, une de ses dernières déclarations a été de dire qu'il faudra, au Québec, réduire le parc automobile par 2. Lui, c'est évidemment la mort dans l'âme qui dit ça, parce que c'est le genre de type qui vibre et qui s'émoustille à l'idée qu'on crée une usine, qu'on produise, qu'on augmente le PIB. En plus, la voiture, c'est la vache à lait fiscale de l'État. Lui, on vient à dire qu'il faudra réduire par 2. Et à Davos, on disait à 70%. Il est déjà en train de modérer. Bon, pourquoi? Parce que, et imaginez, pour l'informatique, c'est pareil. Il n'y a pas... La planète fournit pas. Est-ce qu'on va le comprendre, ça? On le disait déjà au moins en 1972, c'est pas avant, avec le rapport Les limites à la croissance du Club de Rome. Hein? La planète peut pas fournir. On lui demande plus que ce qu'elle a. Un enfant comprend ça. Si vous êtes un enfant, on est 12, puis il y a 8 parts de tarte, ils comprennent qu'il n'y a pas assez de parts pour les 12. Je veux dire, mais les économistes n'ont pas compris, ou les chefs d'État, ou les entrepreneurs, ou les industriels, ou les boursicoteurs. Ils font semblant de ne pas comprendre. Donc, mais ça ne veut plus. Donc, eux-mêmes sont décroissantistes. Parce que la décroissance, ce n'est pas la théorie de Luberlu. C'est juste un constat banal que n'importe quelle opération logique, qu'une opération logique sommaire suffit à rendre évident. Vous n'êtes pas politicien, mais pour terminer, j'ai quand même une question essentielle parce qu'on est bon dans les diagnostics. Je suis à peu près d'accord avec tous ceux d'entre eux, ceux que vous avez énoncés aujourd'hui, mais ça prend aussi des pronostics, puis ça prend des fois des solutions. Comment on fait pour se sauver de ça? On fait quelque chose. On fait. Et on fait en sorte que. On ne fait pas comme un demi-dieu, un sauveur, un héros. On fait en sorte que on essaie de sauver les belugas qui restent. On essaie de rendre la terre habitable. On réforme notre entendement sur un grand nombre d'enjeux. On essaie de comprendre le rôle des véritables responsables, des maux qui nous accablent. On fait. Et à une échelle ou à une autre. Mais l'important, c'est de faire tout de suite, de ne pas attendre les conditions parfaites, le monde idéal, ou simplement râler, ou avoir l'impression qu'en écrivant en ligne, on a beaucoup agi. Il faut qu'il y ait une sorte de portée tangible à des actes qu'on commence par l'entre-gens, la solidarité. Commencer même entre amis.
Le militantisme ne doit pas être simplement une affaire de conviction, il doit être une affaire d'amitié. Commençons à travailler avec des gens. Il y a des gens qui pensent comme nous, mais on ne peut pas les saquer. C'est correct. Commençons par travailler entre amis. On sera beaucoup plus efficace dans des groupes qui ensuite vont pouvoir s'agréger avec des modalités de discussion, avec des pare-feux, Non, mais faisons quelque chose et faisons quelque chose qui ne soit pas simplement soumis à un cadre fonctionnel et structurel existant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas de bonne raison d'aller dans les arènes existantes et instituées. On peut aussi le faire, mais il ne faut pas penser que la politique se résume à des formes instituées qui sont aujourd'hui quand même assez sclérosées. J'ai entendu récemment Alain Finkielkraut défendre la démarche de Brigitte Bardot lorsqu'elle sauvait des bébés phoques. Elle avait été ridiculisée à l'époque. Elle est morte maintenant et il dit c'était pas si fou que ça finalement. Les gens cheminent aussi. Il y a quelque chose qui se passe peut-être avec l'âge forcément, mais les gens changent d'avis. Les gens s'ouvrent l'esprit. Les gens discutent des fois avec des gens dont on nous dit qu'on ne pourrait les blairer. Merci beaucoup, Alain Deneau, d'être venu nous voir. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Premièrement, vous pouvez le faire de façon totalement gratuite. Vous nous écoutez, c'est amplement suffisant. Si vous voulez écouter les épisodes d'avance, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon, le lien est dans la description. Sinon, sur YouTube, vous pesez sur Rejoindre, se joindre. Qu'est-ce que ça vous donne, ça? Les épisodes 3 semaines d'avance sans publicité, du contenu exclusif pendant 3 mois et la possibilité, parfois, d'assister à un épisode en studio. Merci, à mardi prochain.